puisque Jean-Jacques parle. Non, mais moi j'ai appris plein de choses. Ah ouais, ça vous a appris plein de choses, mais on veut encore discuter après. Jean-Jacques. Non, c'est Jean-Jacques qui est titulaire, qui est médecin, psychiatre, directeur d'un CMP, CMPP, Centre médico-psychopédagogique, donc qui s'occupe aussi des enfants, à Paris. CMPP de la MGEN, Mutuelle Générale de l'Éducation nationale. Non, on a appris, non, moi j'ai trouvé ça formidable. Non, très, sous couvert du mot addiction, on a fait un tour assez incroyable. Et je dois dire qu'on apprenait au passage mille façons d'y répondre, qui ne sont pas classiques, justement. Et alors, pour vous dire tout de suite, je n'aurai pas le temps de le défendre ici, mais ça vous pourrez le lire plus tard, avec beaucoup de patients, de mes patients, qui soient, alors pas les enfants, mais qui soient adolescents, adultes jeunes. J'utilise pas toujours le terme addiction, et il m'arrive fréquemment, bien qu'ils aient des formes d'addiction, j'utilise le terme de névrose post-freudienne. Donc, oui, parce que, alors donc ça demanderait beaucoup de temps et de travail, parce que on quitte probablement un monde comme ça qui était agrippé à des instances surnoïques classiques, et où depuis quand même quelques temps vient s'incruster effectivement des prolongements du corps propre, des outils, des objets, de la technique, de la science, enfin toute une série de choses qui à coup sûr, même si on garde les termes freudiens, hystérie, phobie, on a quand même affaire souvent à des sujets qui ne sont pas uniquement liés à ces dettes symboliques-là. Bon. Et ça, donc, moi j'ai proposé transitoirement d'appeler ça névrose post-freudienne. Alors je fais exprès de garder le terme de névrose pour garder les questions dans le champ de la psychanalyse néanmoins, pas dans le champ du comportement uniquement. Et parce que souvent ces patients se prêtent quand même, dans le meilleur des cas, à des travaux de transfert, après le passage parfois par d'autres formes de l'imaginaire. On ne peut pas toujours les avoir en cure immédiatement, en cure type, mais au bout d'un certain temps, oui. Enfin voilà, donc ça c'est ma pointe avancée. Donc j'utilise comme vous le terme addiction, mais pas toujours, enfin pas toutes. Voilà. Alors au passage, je voulais d'ailleurs vous dire alors ce qui est drôle, c'est qu'ils ont sorti tout récemment la correspondance, là vous avez vu, entre Marie Bonaparte et Freud à propos de sexualité. On vient d'avoir la correspondance complète de Marie Bonaparte et de Freud. On se rend compte, inouï d'après ce que racontent les articles, il faut acheter le livre, de la façon dont Freud s'intéressait donc aux questions de sexualité de la manière la plus crue et par le détail, puisque Marie Bonaparte qui avait un problème avec l'orgasme, vous savez, et qui était par côté assez addictive dans ses relations sexuelles, pour aller chercher quand même satisfaction. Elle raconte tout ça à Freud, mais de manière, Freud s'intéresse et trouve le socle de la psychanalyse dans la sexualité humaine, donc ça le passionne. Et il y a également, alors il la met en garde contre la pointe finale, où vous savez qu'elle veut se faire opérer, elle veut se prêter à la chirurgie réparatrice. Et Freud dit non, là quand même pas. Donc c'est intéressant, on a déjà dans la psychanalyse, à son départ, les questions présentes. Qu'est-ce qu'on appelle une sexualité addictive, jusqu'où, le corps, enfin comment, Bon. Alors je vais juste, alors ça je ne vais pas le développer aujourd'hui, la question des névroses post-freudiennes, mais gardez-le par devers vous tout de même. Je pense que les catégories cliniques que nous utilisons, non pas qu'il faut les mettre aux orties, la question n'est pas là, mais on est sûrement dans un moment de rénovation de nos appuis néanmoins, et il faudra nommer les choses si nous ne voulons pas que ce soit nos amis anglo-saxons qui, comme toujours, les nomment à notre place. Ben oui, avec les anglicismes qu'on déplore, mais si nous ne nommons pas la clinique présente, eh bien d'autres se chargent de la nommer à notre place. Alors on peut dire, oui c'est bête, c'est comme ça. Bon. Et alors, je vous fais juste quelques points de panorama. Vous allez retrouver des choses communes, mais c'est pour que nous les soulignions ensemble, et plus
plutôt, pas pour conclure, mais les questionner simplement. Il y a dans les services adolescents, évidemment, un problème que vous connaissez tous, qui est quand même qui n'est pas si facile à tenir, c'est donc l'adolescent et les films pornographiques. C'est-à-dire que, quand même, je crois que c'est énorme le nombre d'adolescents qui ont vu déjà à 12 ou 13 ans les films porno les plus arides possibles. Je crois qu'en statistique, c'est 2/3. Hein, là, il faudrait des sociologues pour nous renseigner mieux, mais les chiffres sont hallucinants. Donc l'entrée de l'adolescent, mais pas de l'adolescent de 15 ans, hein, le préado de 11, 12, 13 ans, dans la crudité de la sexualité par des films pornographiques durs. Pas de l'érotisme, hein, pas les films érotiques qu'on a le plaisir à voir nous-mêmes. Donc ce sont des collégiens. Mais de la pornographie où souvent la femme est ravalée à ce que vous savez. Enfin bref, une entrée, ça. Alors, qu'est-ce que ça fabrique, ça? Ça fabrique précisément, la plupart du temps, ce que j'ai eu le plaisir à travailler, mais qui n'est pas si simple, ce qu'on peut appeler des névroses de contrainte. C'est-à-dire, pas tant des addictions sexuelles à la sortie, mais des névroses de contrainte, à savoir des jeunes qui fantasmatiquement ruminent en permanence les actes les plus sadiques, ceux qu'ils ont visionnés en continu quand ils étaient petits, et qui, in fine, là, bien souvent, se soldent dans l'acte sexuel par des inhibitions. Hein? Donc, une espèce de clivage ou un double masque, à la fois du masque du type la libéré qui veut obtenir ce qu'il veut en permanence et comme il veut, et de l'autre côté, ça se paye d'un autre surmoi interdicteur, hein, pour reprendre ce que vous disiez. Alors, ce sont des rencontres intéressantes, là, cliniquement, je dois dire, pas si faciles à mener. Hein. C'est-à-dire que le problème, c'est que ces jeunes souffrent, que souvent les jeunes femmes qu'ils rencontrent dans un premier temps par un lien amoureux, au bout d'un temps les lâchent, effectivement, pour les raisons qu'on évoque là, et qu'eux-mêmes ne sont pas si sûrs de pouvoir être dans une bienveillance amoureuse satisfaisante. Donc il y a une forme de crudité là, de la clinique, sous la forme de ce que Freud appelait Zwangsneurose, qu'on peut traduire par névrose obsessionnelle, mais là c'est mieux de reprendre le terme allemand, des névroses de contrainte. Ils sont contraints. Ils sont contraints à des fantasmagories folles, et bien souvent le sexe est inhibé par des formes d'impuissance pour ne pas être soumis à ce sadisme. Donc ça, les services publics s'en émeuvent aussi, on sait bien, puisqu'ils ne savent pas comment contrôler l'Internet, enfin ça rentre dans des questions matérielles immenses, on ne sait pas trop comment faire. On ne sait pas trop, mais ça fait partie là, des questions que se pose, pas de la médecine, hein, mais le politique au sens global. Est-ce qu'on peut censurer, est-ce qu'on ne peut pas? Il y a aussi une psychopathologie fréquente qu'on reçoit, alors ça va vous parler aussi, c'est la jeune femme de 25 ans, 20-25 ans, qui est déjà en amourette avec un garçon, et qui va se plaindre du fait que la plupart du temps, le week-end, là où elle s'attendrait qu'il puisse aller faire un cinéma, un théâtre, que sais-je, une amourette, il va en groupe s'alcooliser avec les copains. Et ça se rencontre assez fréquemment. Alors, un milieu social tout à fait, enfin, de bonne famille, la question n'est pas là, les gens travaillent, hygiène de vie normale, mais l'ivresse répétée, systématique, dont ces jeunes femmes se plaignent en disant donc, qu'est-ce que je fais dans ce panorama pour finir? Quid? Et souvent, ça lâche, quoi, au bout d'un temps. Alors ça c'est quand même des formes de rencontres qui sont rapportées par ces jeunes femmes, non pas sur un biais moralisant, mais plutôt à se demander en retour qu'est-ce qu'elles font dans ce mode de vie, sachant qu'elles-mêmes sont souvent, pareillement d'ailleurs pour les films pornographiques, sont souvent la plus rétives à rester longtemps dans des addictions de ce sort. Enfin, ça reste encore comme ça, à gros traits. Alors, pour les sites de rencontres qui sont d'une... tu parlais des sites de rencontres, alors peut-être pas les sites géolocalisés comme tu disais, mais les sites de rencontres tout court. Moi, j'hésiterais presque à dire addiction maintenant, parce que ça devient pour beaucoup des patients qu'on reçoit et des patients quasiment de la vie quotidienne. Hein.
Et le problème, c'est que c'est une activité qui vient en continu du travail, une routine, qui est une occupation presque rituel. Presque rituelle, oui, et qui est une forme de contrainte. Alors, ce qui est intéressant, et enfin, tu le disais là, pour le chemsex, c'est que c'est comme on le sait, néanmoins des rituels souvent déceptifs. Hein. Alors, moi j'ai eu des cas très favorables où, enfin, qu'on finisse par des mariages, puisque ça existe encore, ou des rencontres, voilà. Mais dans beaucoup de cas, cette pratique demeure, et les patients et les patientes racontent très souvent leur déception. C'est-à-dire, c'est des rencontres approximatives, c'est des rencontres sans poésie, sans ceci, sans cela, qui ne sont pas accompagnées de paroles après l'acte, enfin, une série de choses, mais qu'elles vont quand même rechercher, là, rituellement, les mêmes, aux mêmes heures. Il y a une frustration, donc voilà, il y a une frustration, donc une répétition. Alors, moi je vous dis, alors là, pourquoi appeler ça addiction dès lors que ça rentre quasiment comme une norme de la vie habituelle, c'est-à-dire... donc ça fait partie là d'une terminologie là, qu'il faudrait mieux définir. Alors, il y a un phénomène, alors on n'en a pas parlé, mais je tenais à vous le rapporter. Il y a un phénomène qui est covariant à la crudité sexuelle qu'on dénonce partout. Là. C'est un phénomène qui a été beaucoup plus étudié dans les pays anglo-saxons et aux États-Unis en particulier. C'est la mise à l'écart par des jeunes de toute sexualité. Hein, ça a été par les sociologues américains. Ils l'ont documenté, ils ont même été étonnés que dans une classe d'âge de 20 ans, il y avait toute une série de jeunes qui disaient « Nous, la sexualité, c'est fini, ça ne nous intéresse pas ». Alors en France, comme on ne fait pas d'épidémiologie médicale, quasiment, ça n'existe à peine, il n'y a pas de statistiques de ce genre. Mais moi, j'ai vu ça avec un peu d'expérience dans mon cabinet de consultation, aussi bien pour des hétérosexuels d'ailleurs que pour des homosexuels, dont je m'étonnais sur le long cours. Alors, moi j'avais un vœu un peu freudien, un peu bébête, je voulais les ramener à la sexualité. Et ben non. En un temps, je m'apercevais que c'était un vœu qu'ils ne partageaient plus. Et je me dis, bah, après tout, c'est leur vie, hein, on ne va pas, avec une bonne sœur, vous l'engueuler d'avoir fait votre chasteté. Et là, je m'apercevais que, probablement comme contre-coup à cette pornographie à ciel ouvert, il y avait comme ça, inconsciemment, une partie de la jeunesse, une partie, hein, mais qui dit, oh bah non, bah c'est non, si c'est comme ça, c'est non. Donc c'est quand même intéressant, les effets collectifs, inconscients, sociaux, plus variés. Alors là, il faut utiliser le terme de covariance, c'est-à-dire souvent, comme on étudie un seul phénomène isolé, on en déduit plein de choses. Mais il faut le mettre, c'est comme pour les psychoses, il faut le mettre en relation avec d'autres phénomènes élémentaires pour arriver à conclure un panorama suffisamment vaste. Alors les études anglo-américaines, ça vous les retrouverez, elles ne sont pas difficiles, elles ont été documentées, elles existent. Elles ont été même traduites en français. Alors un terme, je ne sais pas si on l'a évoqué, mais qui est drôle quand même, c'est pareil, moi j'appelle pas ça addiction, c'est des jeunes, mais très jeunes, là, le polyamour. Ah oui. Quand même. Moi qui suis de facture un peu classique, comme beaucoup d'autres, la première fois que... Non, dans les analyses sont assez classiques de facture souvent. Mais... quand j'ai entendu alors souvent des jeunes femmes étudiantes, hyper fut-fut, intelligentes et tout, me parler de ce qu'elles dénommaient, elles-mêmes polyamour, enfin m'en donner les contours. Et alors là, on n'est pas du tout, on est en rien dans la question de l'addiction. C'est-à-dire, c'est même pas idéologique d'ailleurs. Hein. Elles racontent, elles font récit de la manière dont elles organisent leur vie, de manière qui nous paraît un peu particulière, mais où il y a un tel, alors parfois, s'il y en a un peu plus, elles n'ont même pas de nom pour dire, c'est-à-dire on ne peut pas dire j'ai mon amant et en plus un enfin bon, on n'a pas de nom classique pour décrire le panorama, et donc ce qui fait des narrations assez amusantes. Et alors elles viennent nous voir pourquoi néanmoins, alors c'est pour ça que je garde le terme de névrose post-freudienne, c'est qu'au milieu d'un panorama comme ça, néanmoins une jalousie va surgir par exemple. Ah oui, une jalousie classique, c'est-à-dire une tiers va survenir dans le groupe, et c'est pas celle qu'il fallait.
Parce qu'elle est trop jolie, elle est trop ceci, elle est trop là. Là, c'est la catastrophe, le polyamour tombe et le drame commence. Alors, c'est intéressant de voir cette clinique feuilletée, apparemment du tout moderne, et puis néanmoins, tout d'un coup, une clinique classique qui vient surgir, plus shakespearienne, et puis voilà. Donc ça, je ne range pas ça du tout dans l'addiction, ces formes de sexualité un peu nouvelles, et dans des milieux, enfin je vous dis souvent dans des milieux sociaux et intellectuels très hauts et très bons, hein, parfois même les collègues et nous, je veux dire, bah oui, il y a des gens qui sont à l'université, des gens qui sont... Ben oui, c'est comme ça, c'est-à-dire c'est notre prochain. C'est pas du tout des patients atypiques qu'on verrait comme ça par hasard dans des lieux de consultation spécialisés. Alors, il y a un terme anglais que j'ai oublié, il y a une patiente qui me l'a donné. Je ne sais pas si c'est pas le crunch, mais je ne suis pas sûr. Comme les choses. Hein, si ça vous dit quelque chose, ça c'est aussi le crunch. Alors voilà, le crunch. Alors ça aussi c'est intéressant. C'est intéressant, un jeune qui va chercher. Moi j'ai le crush avec, j'ai le crush. Voilà, un jeune qui va chercher le terme anglais pour décrire. Alors c'est pareil, ils décrivent quoi? Ils décrivent un mode de relation à la sexualité qui n'est pas addictif, mais et où ils disent ou elle dit, mais je n'ai pas de raison de me refuser ou de refuser si minimum d'affinité il existe. Le coup de cœur. À peine le coup de cœur, c'est vraiment s'il y a un minimum d'affinité, pourquoi se refuser? Donc ça décrit... Il est gentil ou elle est gentille. Voilà, elle est gentille, elle est sympa, elle m'a parlé de ceci et de cela, on s'est accroché comme ça un peu gentiment. Et donc, pourquoi se refuser? C'est le crush. C'est ça. Hein? Et donc là, pour rentrer, c'est pareil, on rentre dans un monde un peu enchanté, un peu différent, où la question de l'amour au sens propre, du désir amoureux est provisoirement en tout cas laissé de côté. Hein? C'est-à-dire Et ça commence très tôt, hein. Ça commence à 11 ans, 12 ans. Alors ça très tôt. 10, 11 ans, Oui, on le voit, crush voilà, dans les écoles. Moi j'ai ma fille, Ah oui. je l'entends. Oui, On voit des ados déjà s'y mettre. ben, elle est à 11 ans, 12 ans, maxi. Hein, ah ouais, ils sont en crush. J'ai quoi? Alors moi je pensais qu'ils mangeaient du crunch, mais non, pas du tout ça. Non, ils sont en couple, papa. Mais c'est un couple juste parce que, mais pourquoi tu l'aimes? Ben non, il est gentil. Il y a le feeling. Oui, c'est gentil, il est gentil, ou voilà, c'est bizarre d'entendre, en essayant de pousser, mais pourquoi? Ben, il n'y a pas vraiment de raison, il est gentil. Voilà. Donc, mais donc, je vois que vous êtes d'accord, c'est-à-dire, puisque vous avez vous-même des évocations, soit par les patients, soit même autour de nous, par les familles, les amis, les camarades. Et donc, c'est pour dire qu'il y a à coup sûr un déplacement, alors effectivement, qui n'est pas si vieux quand même dans la clinique. Je ne sais pas, on ne peut pas le situer en termes de génération, mais c'est quand même beaucoup accéléré ces 20 dernières années, effectivement. Il y a une accélération de ces formes, entre guillemets, nouvelles, de rapport à la sexualité. Je dirais qu'il nous faut, alors qu'il nous faut recevoir, tout simplement, c'est-à-dire écouter, comme Freud a fait avec Marie Bonaparte, c'est-à-dire écouter par le détail, par le menu, les choses qui nous sont rapportées, sans les juger, sans les moraliser, sans les considérer comme des trucs à part, sans leur mettre un mot de force addictif, ou que sais-je. Bon, si ça ne sont pas des choses trop tristes, évidemment, mais... Et donc, je crois qu'il y a ça déjà, c'est-à-dire que la façon dont nous avions à considérer depuis Freud la normativation de la sexualité, hein, parce que Freud est moins normatif que souvent les féministes le disent. Hein. À l'époque, Freud était le premier à dire que l'homosexualité n'est pas un péché, il faut quand même le rappeler. Hein. Vous vous rendez compte, la Vienne de l'époque. Oui, et la bisexualité psychique. Donc, bon, par contre, il est vrai, il faut être honnête, Freud avait une façon un peu normative de raconter la sexualité féminine, en gros en la décalquant tout de même du fantasme masculin. Oui, parce que là, sa libido, c'est pas mal. Hein. Bon, alors, d'ailleurs, il le dit qu'il a du mal avec ça. Hein. Il dit, j'ai du mal avec ça, et donc après, on a beau jeu de dire, mais il n'a pas pu. Alors, ce qui est plus embarrassant pour nous, les lacaniens, si je puis dire, c'est que Lacan, qui avait promis dans la signification du phallus d'aller un peu au-delà des questions comme ça, au fond a eu du mal. Hein.
C'est-à-dire même le séminaire Encore, qui est 20 ans plus tard, où il met les questions de jouissance au travail, mais comme les seuls exemples qu'il trouve à prendre, c'est les grandes mystiques, c'est les jouissances extatiques avec Dieu. Les retours dans la psychopathologie de la vie quotidienne se sont fait attendre, et on n'a pas eu beaucoup de choses de cliniques à se mettre sous la dent. Et donc, moi, par honnêteté, je dois le dire toujours, les psychanalystes doivent maintenant, il est temps, faire un petit effort pour être à hauteur des questions de sexualité humaine qui s'ouvrent dans le panorama d'aujourd'hui, oui, et contemporain. Et parce que sinon, on sera considérés comme des vieux dinosaures, et d'autres sciences, entre guillemets, la prendront pas sur de façon, c'est certain. Et donc voilà pourquoi je tenais à ce terme qui n'est pas obligatoire, c'est un terme de passage, névrose post-freudienne, pour nous indiquer que l'inconscient freudien, tel qu'il a été pensé, et qui reste encore valide par bien des... puisque vous parliez des surmois archétypiques, bien des choses chez Freud qu'on peinerait à complètement enlever parce qu'on ne sait pas par quoi les remplacer. Mais néanmoins, je pense que sur les questions du rapport moderne au corps, au prolongement du corps, à la matérialité effectivement de certains objets, comme même les médecins comme nous, les analystes, ont le portable à la main en permanence. Ça n'existait pas il y a 10 ans. Moi, je réponds à des textos le dimanche, les patients m'écrivent le dimanche soir pour me dire ce qu'ils font le lundi matin. Si je ne réponds pas, ils considèrent que je suis hors modernité. Je ne vois même pas où est le problème. Donc on est rentré quand même sur toutes ces questions dans des choses qui bousculent la psychanalyse aussi. Il faut l'accepter et s'enrichir des questions qui sont abordées. Bon, je crois que j'ai fait un petit tour qui suffit pour ce soir. Très bien, merci. Alors, vous avez des questions? Il y a des questions? Ah, oui. Oui, non, c'est moi. Non, je pense allez-y. simplement que si l'on connaît les nouvelles sexualités, c'est toujours intéressant parce qu'on vit en 2022 et qu'on doit les connaître. Mais je crois qu'en tant que psychanalyste, la seule chose sur laquelle on peut répondre ou ne pas répondre, c'est par rapport à la souffrance. Oui. C'est tout. Bien sûr. Le reste, on peut l'écouter, on peut être au courant, ça existe. Bien sûr. Mais il n'y a que la souffrance. On est là que pour ça. Bien sûr. C'était la question que je voulais poser à Thiomir, c'est-à-dire que ces gens qui viennent le trouver là, dans le cas de texte, Parce qu'il souffre. pourquoi ils viennent? Il y en a qui sont adressés, mais pourquoi ils viennent? Même ça, effectivement, il y a une souffrance. Oui, effectivement, il y a une souffrance. Parce que c'est vrai que la sexualité, surtout dans notre société actuelle, c'est une question de performance. Parce que les films pornographiques, c'est ça, c'est la performance. C'est une question aussi de jouir, en fait, de se faire plaisir. Or, des sujets qui souffrent, des sujets qui se questionnent aussi sur leur orientation sexuelle. L'être humain, on parlait tout à l'heure de la bisexualité psychique. C'est vrai que c'est des questions qui sont très, très, très d'actualité, en fait. Et il y a la mise en jeu aussi du surmoi, comment il fonctionne chez le patient. Chacun n'a pas le même surmoi. On peut en avoir envie, mais on ne va pas parce qu'il y a les clochettes en haut qui disent que tu n'as pas le droit. Ça c'est... J'étais en train de relire, là, parce que j'ai eu le temps, venant de Paris par le train, ce qu'on appelle malaise dans la civilisation. Alors Freud, d'ailleurs, n'avait pas choisi ce titre. Hein. Vous savez qu'il voulait appeler ça le malheur dans la civilisation. C'est son éditeur qui lui a dit non, ce sera mieux malaise. Alors, Freud a dit bon, d'accord. C'était pas dans la culture aussi? Non, c'est malaise dans la culture. Oui. Et alors Freud raconte ça, mais alors il détermine ce qu'on voit d'ailleurs dans la pornographie, c'est la question de l'agressivité fondamentale. Il dit que, contrairement à ce qu'on croit, l'humain ne sait pas se débarrasser de cette agressivité foncière, qui fait partie de l'humanité. Pourquoi la guerre? Et donc il le répétera dans Pourquoi la guerre, si on l'interroge.
Et Freud, lui, donc il répond, mais ça vous étonne? Il répond comme ça. Einstein est interrogé à sa façon. Bref. Donc on a avec Freud, alors le problème est là, on a avec Freud, vous voyez, je dirais des grands fondamentaux qui nous paraissent à la lecture encore juste aujourd'hui, on ne voit pas trop, sauf que dans le même texte, Freud conclut, je sais que je l'ai noté, Freud conclut dans le même texte, enfin les hommes sont arrivés maintenant à un tel degré de maîtrise des forces de la nature. Vous voyez, ça c'est Freud, Vienne, Freud. Aujourd'hui, en guise de maîtrise des forces de la nature, il faudrait reprendre la totalité de Malaise dans la culture. C'est-à-dire les mêmes jeunes dont on parle, pas les mêmes, ceux qui se prêtent aux aventures qu'on raconte, mais c'est les mêmes qui nous servent de lanceurs d'alerte, comme on le sait, là, concernant les défaites climatiques qui nous attendent. C'est les mêmes. C'est la même classe de jeunesse. Donc ça c'est pas dans Freud. Parce que pour Freud, il y avait un moment de pacification des forces de la nature qui, on est dans un contexte historique, général, très, très différent. Et donc les grands fondamentaux freudiens, certains résistent au temps, et d'autres, il serait temps probablement de les prendre. Hein? Et donc là, on a pris le terme anglais qui n'est pas si mauvais, éco-anxiété, vous savez, là, qui est passé dans le vocabulaire courant, là qui est rentré dans le Larousse tout récemment, c'est-à-dire une angoisse collective liée au défi qu'on est en train de traverser. Donc c'est pour vous dire que les questions générales chez Freud restent vivaces à mon avis. D'autres questions fondamentales qu'il met en place sont à coup sûr en train d'être dépassées. On est nous-mêmes dans une époque autre. Là, voilà. Elisabeth. Tu as oublié la question. Non, Quelle est la question, Elisabeth? Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Sur le sexe. À ma question, justement, sur le sexe, sur le désir et jouissance et le rapport à la loi. Alors, je prends une clinique classique et je voulais opposer, si on peut les opposer, Don Juan et Casanova. Casanova, il est dans une logique de jouissance, de consommation, alors que Don Juan, il est dans une recherche de désir. Et donc le rapport à la loi n'est pas le même. Alors évidemment c'est hyper classique, etc. Mais quelque part ça peut rejoindre des questions d'abstinence, des questions d'hyperconsommation, etc. Est-ce que le rapport à la loi est toujours aussi... Mais de quelle loi tu parles? Non, elle veut dire la loi du désir, quoi. Du père. Donc dans Juan, le rapport au père, c'est quand même... Non, mais même sans dire la loi du... On peut dire la loi du père si on veut, mais même sans dire ça, dans les cures, toi, une fois que les jeunes acceptent de venir parler de leur souffrance, qui restent, qui reviennent, ils répètent chaque semaine, ils viennent faire leur séance, ça dure. Au bout d'un temps, les questions, comme tu dis, peuvent leur être posées. C'est-à-dire, moi, ça m'arrive assez régulièrement de dire à une jeune femme, par exemple, mais est-ce qu'à votre idée, là, vous avez été, ne serait-ce qu'une seule fois, amoureuse? Donc, je fais ce que tu dis. C'est-à-dire, à ma façon, comme une question, simplement. Hein. Je convoque à nouveau la question du désir et de la loi qu'elle se souhaite. Et souvent la question va faire relance, tu vois, de ces façons, de ces moments. Et donc je crois qu'il ne faut pas... c'est pour ça, moi j'utilise souvent le terme de clinique feuilletée. Il ne faut pas dire qu'on est passé dans une toute modernité, où toutes les valences précédentes seraient à mettre aux orties, ni qu'on peut se contenter des schèmes classiques, mais on a une clinique feuilletée où on passe analytiquement l'une l'autre en permanence, tu vois. Et c'est la chance du cabinet analytique, ça. Est-ce que paradoxalement, il n'y aurait pas une évacuation du sexe qui fait retour? Comme tu disais, les jeunes maintenant sont très à cheval sur les questions d'éthique, voilà. Ça. Alors, ce qui est évacué d'un côté fait retour dans l'autre. Oui. Ça nous plairait de le croire. Mais en tout cas, donc, il y a une économie de la covariance des phénomènes comme ça. Moi, c'est pour ça que j'essaye toujours, mais là, on ne va pas en parler aujourd'hui, sur les questions de transidentité, tu sais, sur les collègues s'engueulent, s'invectivent par presse interposée. Moi, j'ai dit, mais attendons déjà de comprendre dans quel contexte général tout ça se fait, effectivement. À quelles angoisses ces jeunes répondent. On croit que c'est uniquement sexuel,
Peut-être c'est plus complexe, peut-être le rapport à l'image, par rapport... Mais avant que de conclure, il faut déjà prendre le temps de mettre un peu les phénomènes en covariance. Hein. Il faut reprendre cette discipline. Alors, un vrai spécialiste. Oui, mais il est temps de conclure. Il a dit conclure. Je vais vous dire quelque chose. Ah non, non. Bon, alors moi je tiens à vous remercier d'avoir été là. Vous avez Un petit peu de son. Je remercie tous nos collègues participants, tous. Et je voudrais citer aussi ceux que vous n'avez pas vus parce qu'ils ne sont pas des bons ceux qui sont à la caméra, qui font ce travail. Il y a Hervé Andriani, Laura Lomé, tous qui avons mis sur pied cet événement, qui se continue. Hein. Donc, on vous donne rendez-vous à l'Acrobar. C'est le bar où vous ne pourrez montrer que si vous avez votre passe, comme quoi vous êtes addict. Donc, vous y côtoierez dans cette pièce de théâtre écrite par Nora, fondamentalement, et mise en scène par Fabien Duprat. Et vous avez Angelo, là, qui est un acteur qui jouera demain, qui jouera Freud. Vous y côtoierez Sigmund Freud, qui était donc un adepte de la cocaïne. Vous y Joplin est toxique, Marguerite Duras et l'alcool, Sherlock Holmes qui était le sociopathe connu, et évidemment un conte C-O-M-T-E, le comte Dracula qui est addict au sang. Voilà, alors c'est une pièce de théâtre qui sera jouée mise en scène par Fabien, le texte de Nora, beaucoup Nora, levez la main, voilà. C'est à 15h au théâtre Francis Gagne.